Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas un verbatim que je vais vous présenter, encore moins une synthèse de ce qui a été dit, mais plutôt, comme j'ai cru le comprendre, une extraction de pistes susceptibles de donner lieu à des recherches organisées et structurées pour continuer à aller de l'avant. Notre thématique portait donc sur les dispositifs d'accompagnement coordonnés et accessibles sur tous les territoires. 4 grandes thématiques m'ont semblé être déterminantes. Première thématique, territoire et dispositifs. Deuxième thématique, les innovations. Troisième thématique, la coordination des acteurs. Et puis la quatrième thématique que j'ai intitulée « La vraie vie ». Alors tout d'abord, les dispositifs et les territoires. C'est un sujet de prédilection de la Fondation Médéric Alzheimer avec l'organisation régulière d'enquêtes au niveau national sur les dispositifs et les territoires. C'est une richesse que vous partagez avec nous. Mais dans ce paysage, l'évolution législative vient bousculer, modifier l'organisation routinière qui était la nôtre. La loi NOTRe avec la nouvelle organisation des territoires de la République, la loi d'adaptation de la société au vieillissement avec la création des conférences départementales des financeurs, la loi de modernisation de notre système de santé, ces 3 textes de loi qui sont parus en l'espace d'une année vont modifier les contours et le contexte organisationnel qui est le nôtre. Espérons, et nous avons là à observer, pour être sûr que ces modifications vont dans le bon sens, qu'elles auront un impact sur les disparités et les inégalités territoriales, que le décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social, déjà partiellement engagé, va s'accélérer, et que pour les usagers qui sont source de notre attention au quotidien, l'accès aux soins et à l'accompagnement en sera facilité. Un exemple concret qui a été cité, qui me paraît essentiel, les transports. Alors on parle classiquement du milieu urbain, du milieu rural, comment accéder aux services dont on a besoin, comment les professionnels se rendent auprès des personnes qui ont besoin de leurs soins. Cette notion d'accessibilité via les transports est déterminante, mais les transports ont un autre impact. Les transports organisés sont le garant de l'autonomie au sein de la société d'une personne qui présente une incapacité. On voit bien l'importance dans cette première thématique de 2 spécialistes que sont d'une part les géographes de la santé et deuxièmement les sociologues des organisations par les contributions qui sont les leurs. Et nous avons là, grâce à ces 3 textes législatifs, un champ d'observation tout à fait intéressant. Deuxième thématique, les innovations. Alors nous aimons bien innover, nous aimons bien aller de l'avant, nous aimons bien nous organiser de manière différente. Et parmi toutes ces organisations, l'une d'elles est au premier plan, la démarche d'intégration. Il conviendrait que cette démarche d'intégration, caractérisant les Mayas, ne soit pas seulement réservée aux Mayas, mais que l'expertise des Mayas par cette démarche d'intégration serve d'enseignement au quotidien et que nous puissions étendre cette démarche à d'autres organisations afin, au final, d'obtenir une réponse identique à une même problématique posée à différents professionnels. Autrement dit, tout le monde parle d'une même voix, ce qui, quelque part, avouons-le, est pleinement rassurant pour l'usager et pour les professionnels. Dans ces innovations, on a beaucoup parlé, bien évidemment, des plateformes. Ça a été encore un terme qui a été utilisé ce matin. Alors des plateformes, il y en a de différents types, de différents modèles, qui reposent sur différentes organisations. L'une d'elles a pour objet de regrouper des compétences issues de dispositifs différents, par exemple SIAD, ESA, EHPAD, actions sociales organisées sur un territoire donné. Bref, c'est une coopération entre différents dispositifs. Et là, une grande problématique se pose. Alors c'est peut-être davantage une réflexion ressources humaines, mais ça contribue aux travaux qui sont les nôtres. Quand on a un statut de fonctionnaire, quand on dépend d'une convention collective, lorsqu'on change de convention collective, autant de problématiques que j'ai personnellement vécues sur un sujet complètement différent, où on voit bien que pour aller de l'avant, on se heurte parfois à des préoccupations de nature administrative. Et puis toujours dans les innovations, la grande programmation des EHPAD hors les murs, les expériences qui sont conduites sur les pratiques avancées, les quelques expériences d'accueil de nuit, autant de sujets innovants qui méritent une recherche appliquée. Troisièmement, la coordination des acteurs. La grande question en amont, quand on en a besoin, comment se saisir d'un dispositif ?
comment rapprocher les usagers des professionnels qui œuvrent dans ces dispositifs. En plénière, il a été fait allusion au pourcentage suivant, 60% des usagers ne connaissent pas l'offre de leur territoire. Et les professionnels, les connaissent-ils devant la multiplicité des acronymes, devant la multiplicité des dispositifs qui sont sur un même territoire, parfois en situation concurrentielle, mais c'est peut-être très bien parce que la concurrence facilite le progrès. Et puis, comme cela a été souligné, un usager bénéficie de combien d'évaluations au cours de son avancée en âge? Alors des chiffres extrêmement divers circulent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout dépend bien évidemment de la collecte qui est organisée, mais on voit bien qu'il y a là un impact essentiel si on veut une démarche qualité. Donc il faut, pour que l'usager s'approprie un dispositif, une communication qui soit simple, adaptée, pertinente, accessible au moment où on en a besoin. Alors c'est quoi cette communication simple? Qui la porte? Est-ce que c'est la mairie avec son CCAS? Est-ce que c'est un numéro de téléphone unique? Est-ce que c'est la coordination gérontologique? On voit bien qu'il y a besoin, non pas d'une coordination des coordinateurs, hein, ce serait un jeu de mots un peu douteux, mais qu'il y a nécessité d'une réflexion et d'une recherche ciblée pour faciliter tous ces rouages. Cela nous renvoie bien évidemment à une problématique fondamentale qui est l'histoire des territoires, qui le premier, historiquement parlant, a été l'initiateur d'une dynamique. Comment se maintient-il dans le pouvoir qui est le sien par rapport aux initiatives nouvelles qui peuvent survenir? Mais là, on s'égare probablement du sujet. Enfin, devant la diversité des besoins et donc la diversité des réponses, comment organiser la coordination des acteurs et comment, pour assurer cette coordination, partager les informations? Alors tout le monde s'accorde à dire la dématérialisation des données permet un système d'information performant. Bien sûr, mais quand sur un même territoire il y a plusieurs systèmes d'information, encore faut-il que l'on pense à l'interopérabilité de ces systèmes d'information. Il y a là probablement aussi une thématique à explorer pour permettre que ce partage d'informations facilité par des textes réglementaires qui sont récemment parus, concernant notamment le médico-social, permettant cette dynamique de progrès. Bien évidemment, cette circulation des informations, même s'il y a des textes réglementaires, pose à certains moments des préoccupations de nature éthique. Qu'est-ce qui est du domaine du possible? Qu'est-ce qui est du domaine du souhaitable? Comment les professionnels vont-ils s'emparer de ces textes? Comment, au quotidien, vont-ils gérer les impératifs réglementaires qui sont les leurs? Enfin, le quatrième point, la vraie vie. Un territoire de proximité, un usager, un parcours organisé par les professionnels, et puis un ou plusieurs financeurs. Et là, il peut y avoir quelques soucis quand il y a plusieurs financeurs. Bien sûr, on peut que se réjouir qu'il y ait de l'argent, mais parfois le fait qu'il y ait plusieurs financeurs sur une même action peut rendre la situation un peu complexe. Donc la vraie vie n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, dans nos pratiques professionnelles, on rencontre au quotidien des points de blocage, parfois des points de rupture. À l'extrême, un refus de soins et un refus d'accompagnement. On a tout pour réussir, mais l'usager et sa famille s'y opposent. Serions-nous en situation d'échec, ou bien serions-nous davantage dans une situation que nous avons mal appréhendée? Il y a donc toute une réflexion sur les points de blocage, les points de rupture et les refus qui est à organiser et à structurer, et l'analyse des pratiques, les échanges entre professionnels doivent nous permettre d'aller de l'avant. Une seule réponse, peut-être, pour mieux cerner et mieux étudier ces situations, c'est l'anticipation. L'anticipation, la réflexion d'amont. Dans combien de cas savons-nous que de toute manière, pour telle personne, eh bien un jour il y aura une hospitalisation? Ben oui, on dit ça. Mais peut-être conviendrait-il de dire, si on a cet objectif qui est perçu comme étant délétère à moyen terme, de mettre en œuvre une réflexion, une stratégie pour permettre d'éviter d'en arriver là. Or, la plupart des études, et ce point a été souligné, portent sur les conséquences d'un blocage ou d'une rupture, mais rarement sur une analyse d'anticipation par rapport à un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent à penser que nous pourrions aller vers ces situations. Il est donc nécessaire, logique et urgent de réfléchir en amont devant des situations que l'on discerne comme étant délétères et que l'on prévoit dans les parcours. Exemple,
une hospitalisation va s'avérer nécessaire, quelles sont les mesures à prendre en amont, la sortie d'hospitalisation, comment l'organiser du mieux possible, l'admission en EHPAD, comment l'organiser de manière satisfaisante. Anticipation, oui, mais aussi réflexion incontournable sur la temporalité. Et je citerai un seul exemple. Le temps court, vécu par bon nombre de personnes âgées pendant une hospitalisation. Il faut faire vite et toujours plus vite, parce que l'ONDAM diminue d'année en année le nombre de lits disponibles et parce que la T2A ne fait que faire tourner de plus en plus rapidement la disponibilité en lits. Donc, grand pourvoyeur, je dirais, d'instabilité si un certain nombre de précautions ne sont pas prises. Et puis, le temps long qui est celui de l'accompagnement, qui est celui des soins qui vont être apportés à domicile. Donc, il y a cette situation et cette nécessaire réflexion sur la temporalité qui a été soulignée. Alors, en conclusion, ça y est, j'ai pratiquement terminé. Les solutions proposées par les professionnels, nous a indiqué la consultation de la Fondation Médéric Alzheimer, sont-elles suffisamment explorées par les chercheurs? Non, à 83%. Alors, chercheurs et professionnels, travailler ensemble sur ces thèmes, mais aussi avec les financeurs, pour décloisonner, améliorer la lisibilité, faciliter l'accessibilité, optimiser la qualité de l'accompagnement, convaincus que nous sommes tous dans une dynamique de progrès et que finalement, si seul on va plus vite, comme le dit l'adage, ensemble on va plus loin. Je vous remercie. Merci.